Le millionnaire éclata de rire en entendant l'accent campagnard de la jeune fille. Il trouva charmante la manière simple dont elle parlait de la vie. Mais tout s'arrêta lorsqu'elle monta sur scène et commença à danser. Ce soir-là, c'est son cœur qui tomba, à genoux. Le bruit des talons résonnait dans les couloirs de marbre du manoir des Belles Forêts. Émilie ajusta une fois de plus sa robe simple, essayant d'ignorer le regard dédaigneux de la femme élégante qui la conduisait jusqu'à la salle d'entretien. Ses pensées s'envolaient vers le village de Val-des-Fleurs, vers sa famille, qui avait tout perdu lors de l'inondation du mois précédent. Les murs ornés et les tableaux imposants semblaient se moquer de sa simplicité. « Monsieur Théodore va vous recevoir maintenant », annonça la femme, ouvrant une lourde porte en bois sculpté. Émilie respira profondément avant d'entrer. Le bureau était encore plus intimidant que le couloir. Des étagères jusqu'au plafond, des meubles anciens et un bureau majestueux où un homme d'âge moyen l'observait avec un mélange d'ennui et de mépris. « Alors, vous êtes la candidate au poste de gouvernante ?» demanda Théodore Belforêt, sans se donner la peine de lever les yeux des papiers qu'il faisait semblant de lire. « D'où avez-vous dit que vous veniez ?»« Val-des-Fleurs, monsieur, » répondit Émilie, maintenant la posture droite que sa mère lui avait toujours enseignée. « J'ai travaillé comme... »« Val-des-Fleurs » l'interrompit-il, levant enfin le regard. Un sourire ironique se forma sur ses lèvres. « Ce trou perdu à l'intérieur des terres, et qu'est-ce qui vous fait penser que quelqu'un de cet endroit pourrait travailler dans ma maison ?» L'accent d'Émilie, qu'elle essayait tant d'adoucir, sembla s'accentuer sous le poids de ce regard. « J'ai de l'expérience en gestion domestique, monsieur. J'ai pris soin de la maison de ma famille pendant des années. Et... ah oui, vous devez avoir beaucoup d'expérience à balayer des cours et à nourrir des poules, » rit Théodore, se calant dans son fauteuil. « Mais ici c'est São Paulo, ma jeune fille. Un manoir n'est pas un poulailler. » Émilie sentit son visage s'embraser, mais elle garda sa contenance. Les paroles de sa mère résonnaient dans son esprit. « Ne laisse jamais personne te faire sentir inférieur à cause de qui tu es. »« Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, » commença-t-elle, sa voix ferme malgré l'humiliation. « Les compétences nécessaires pour maintenir une maison en ordre sont les mêmes, quelle que soit sa taille. L'organisation, le dévouement et le respect sont des valeurs universelles. » Théodore était sur le point de répondre lorsque la porte s'ouvrit. Une femme élégante, aux traits semblables aux siens, entra dans le bureau. « Excuse-moi de t'interrompre, Théo, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre, » dit Hélène, sa sœur, s'approchant avec un sourire accueillant. « Tu as dit Val-des-Fleurs. Cette région a une richesse culturelle fascinante. » Émilie sentit une lueur d'espoir s'allumer. Hélène se tourna vers elle avec un intérêt sincère. « Connaissez-vous les danses traditionnelles de là-bas? Les histoires? J'ai toujours voulu visiter la région, mais je n'en ai jamais eu l'occasion. »« Ah oui, madame, » répondit Émilie, une lueur différente apparaissant dans ses yeux. « J'ai grandi en les apprenant toutes. » « Théodore ?» Hélène se tourna vers son frère. « Nous avons besoin de quelqu'un avec une expérience réelle en gestion domestique, pas seulement un CV pompeux de plus. Et avoir quelqu'un qui connaît nos véritables traditions culturelles pourrait être un atout important pour ce projet, avec les investisseurs étrangers. » L'homme d'affaires fronça les sourcils, visiblement contrarié. Mais Hélène avait marqué un point, et il le savait. « 3 mois d'essai, » déclara-t-il sèchement. « Ensuite, nous déciderons si vous restez. » Émilie n'en croyait pas ses oreilles. C'était sa chance, et elle ne la gaspillerait pas. « Monique » appela Théodore, et la gouvernante la plus ancienne apparut promptement. « Montrez à... Quel est votre nom déjà ?»« Émilie, monsieur. » Montrez à Émilie ses attributions et la chambre du personnel. Tandis qu'elle suivait Monique dans les couloirs, Émilie ne remarqua pas le regard glacial que la gouvernante, vétéran, lui lança. Elle ne remarqua pas non plus la jeune fille qui l'observait discrètement par l'entrebâillement d'une porte, ses doigts jouant silencieusement sur un piano imaginaire. À ce moment-là, ses pensées étaient focalisées sur une seule chose. Elle avait obtenu l'emploi. Maintenant, elle pourrait aider sa famille à reconstruire tout ce que l'inondation avait emporté. Le premier jour de travail se leva avec une liste interminable de tâches. Émilie observait attentivement pendant que Monique, la gouvernante principale, expliquait chaque détail du fonctionnement du manoir d'un ton qui oscillait entre l'ennuyeux et le menaçant. « Les couverts en argent doivent être polis quotidiennement », instruisait Monique, son regard critique suivant chaque mouvement d'Émilie. «
Monsieur Théodore est extrêmement exigeant quant à l'organisation de la maison. Une seule erreur peut vous coûter votre emploi. » Émilie absorbait chaque information avec une attention redoublée, consciente qu'elle ne pouvait pas se permettre la moindre erreur. Le manoir était un univers à part, avec ses propres règles et hiérarchies silencieuses qu'elle devait apprendre rapidement. Durant l'après-midi, alors qu'elle organisait la bibliothèque selon les instructions reçues, Émilie entendit une douce mélodie provenant de l'une des salles. Des notes de piano flottaient dans l'air, chargées de mélancolie. En suivant le son, elle trouva une porte entr'ouverte. Afounma. L'intérieur de la pièce, une adolescente jouait avec dévouement, bien que ses mains tremblent visiblement sur les touches. C'était Claire, la fille de Théodore, qu'Émilie n'avait aperçue que furtivement la veille. La jeune fille s'arrêta brusquement en remarquant sa présence. « Excusez-moi, je ne voulais pas vous interrompre, » dit doucement Émilie. « Vous jouez très bien. » Claire baissa les yeux, ses mains s'entrelaçant nerveusement sur ses genoux. « Non, je ne joue pas bien. Papa dit que je suis encore loin du niveau adéquat. » Il y avait quelque chose dans la vulnérabilité de cette jeune fille qui toucha profondément Émilie. Elle s'approcha avec précaution, comme on s'approche d'un oiseau effrayé. « Vous savez, parfois la musique n'a pas besoin d'être parfaite pour être belle, » commenta-t-elle, se souvenant des chansons de sa terre natale. « L'important, c'est ce que nous ressentons quand nous jouons. » Claire leva les yeux, surprise par ces paroles si différentes des exigences qu'elle avait l'habitude d'entendre. Avant qu'elles ne puissent poursuivre leur conversation, cependant, Monique apparut à la porte. « Émilie, les couverts n'ont toujours pas été polis et c'est presque l'heure du dîner. » Sa voix trancha le moment comme un rasoir. « Et mademoiselle, Claire doit se concentrer sur ses études. » Le reste de la journée se déroula dans une course contre la montre. Quand elle eut enfin un moment de répit, la nuit était déjà tombée. Émilie découvrit un petit pavillon abandonné dans le jardin couvert de vignes grimpantes et oublié par le temps. Là, seule, elle s'accorda un moment de nostalgie. Elle ferma les yeux et commença à danser, ses pieds nus se déplaçant doucement sur le sol de pierre. Chaque geste portait la mémoire de sa terre, des danses que sa mère lui avait enseignées, du rythme qui coulait dans ses veines comme une rivière ancestrale. Elle ne se rendit pas compte qu'elle était observée. Monsieur Joseph, le jardinier le plus ancien de la maison, avait arrêté son travail, hypnotisé par les mouvements qu'il n'avait pas vus depuis des décennies. Des mouvements qui le transportèrent vers un temps presque oublié, quand un autre, Belforêt parcourait ses jardins avec d'autres rêves au cœur. Le lendemain matin, Émilie trouva son seul uniforme de rechange taché de terre dans le panier de linge propre. Dans la cuisine, elle découvrit que quelqu'un avait échangé le sel avec le sucre dans la préparation du petit déjeuner. De petits incidents qui auraient pu sembler accidentels, si ce n'était pour le sourire satisfait que Monique parvenait à peine à dissimuler. « Mademoiselle Émilie » la voix de Théodore tonna dans le couloir. « Pouvez-vous m'expliquer pourquoi le café est aussi sucré qu'un dessert ?»« Il y a eu une confusion avec les ingrédients, monsieur, » répondit-elle, gardant sa contenance. « J'en préparerai un autre immédiatement. »« Une confusion ?» Il rit avec dédain. « Peut-être êtes-vous plus habitué au café de bord de route. Ici, les choses sont différentes. » Émilie avala l'humiliation en silence, mais ses yeux rencontrèrent ceux de Claire, qui assistait à la scène avec une expression de douloureuse compréhension. À ce moment-là, quelque chose de silencieux s'établit entre elles, une compréhension mutuelle née de la vulnérabilité partagée. Les semaines passèrent au manoir des Belforêt, et Émilie commençait à créer sa propre routine parmi les adversités quotidiennes. Le pavillon abandonné dans le jardin était devenu son refuge dans les moments de solitude, surtout au crépuscule, quand elle terminait ses tâches. Cet après-midi-là, alors qu'elle dansait pieds nus sur le sol, de Pierre, ses mouvements coulaient comme de l'eau, racontant des histoires ancestrales à travers des gestes précis et délicats. Les ombres du crépuscule dansaient avec elle, projetant des formes mystérieuses sur les murs couverts de vignes. « Ce sont les mêmes pas », l'interrompit une voix rauque et émue. « Exactement les mêmes pas. » Émilie se figea en voyant monsieur Joseph le jardinier, arrêté à l'entrée du pavillon. Ses yeux embués brillaient d'un mélange de nostalgie et d'admiration. « Pardon, monsieur Joseph, » commença-t-elle, gênée d'avoir été découverte. « Je ne devrais pas être ici. Non, non. » Il s'approcha, gesticulant avec emphase. «
Continuez, s'il vous plaît. Ça fait si longtemps que je n'ai pas vu cette danse, depuis que l'ancien maître visitait Val-des-Fleurs. » Émilie sentit son cœur faire un bond. Le père de monsieur Théodore connaissait mon village. Joseph s'assit sur un banc de pierre, son regard perdu dans des souvenirs lointains. Auguste Belforêt était différent de son fils. Fasciné par notre culture, il vivait en recherchant les traditions populaires. Val-des-Fleurs était l'un de ses endroits préférés. Cette révélation frappa Émilie comme un éclair. Tandis que le jardinier parlait, des fragments d'histoire que sa mère racontait commencèrent à prendre sens, à propos d'un homme de la ville qui documentait les danses traditionnelles, qui respectait leurs coutumes. Il passait des jours à photographier, à filmer, à parler avec les habitants, continua Joseph. Il avait un projet spécial avec une danseuse locale. Comment s'appelait-elle déjà? Vous l'avez connue? Demanda Émilie, sa voix tremblant légèrement. Avant que Joseph ne puisse répondre, ils entendirent des pas s'approcher. Hélène, la sœur de Théodore, apparut à l'entrée du pavillon. « Émilie, je suis contente de vous avoir trouvée, » sourit-elle, semblant ne pas remarquer la tension dans l'air. « J'ai besoin de votre aide pour organiser quelques documents dans la bibliothèque. » Le reste de la soirée, Émilie eut du mal à se concentrer sur ses tâches. Son esprit bouillonnait de possibilités et de questions. Pourquoi sa mère n'avait-elle jamais mentionné les détails de cette époque? Qu'y avait-il d'autre derrière ces anciennes visites? Le lendemain matin, alors qu'elle rangeait la chambre de Claire, la jeune fille la surprit en pratiquant au piano. La mélodie était différente des pièces classiques habituelles. Elle avait une touche mélancolique, presque folklorique. « Cette musique est magnifique », commenta doucement Émilie, ne voulant pas l'effrayer. Claire arrêta de jouer, mais cette fois, elle ne montra pas la nervosité habituelle. C'est une vieille composition que j'ai trouvée dans des partitions rangées, de grand-père Auguste. Votre grand-père composait? Il notait les mélodies qu'il entendait lors de ses voyages, expliqua Claire, ses doigts caressant légèrement les touches. Papa a tout gardé après que grand-père, après son départ, mais il n'aime pas que je touche à ses papiers. Émilie remarqua un changement subtil chez Claire ces dernières semaines. La jeune fille, elle était toujours timide, mais semblait plus à l'aise en sa présence. Parfois, quand elle pensait que personne ne regardait, elle esquissait même un sourire. « Vous savez, continua Claire, hésitante, il y a une salle dans la bibliothèque, pleine de vieilles boîtes. Je pense qu'il y a plus de partitions là-bas, et d'autres choses de grand-père, mais elle est toujours fermée à clé. » Le cœur d'Émilie s'accéléra. Une salle fermée à clé avec d'anciens documents. Avant. Qu'elle ne puisse en demander plus, Monique apparut à la porte, son regard plus acéré que jamais. « Mademoiselle Claire doit se préparer pour son cours de piano », annonça-t-elle avec une douceur feinte. « Et Émilie, Monsieur Théodore veut vous voir dans son bureau, maintenant. » En chemin vers le bureau, Émilie remarqua quelque chose de différent dans le comportement des autres employés. Les chuchotements cessaient quand elle s'approchait, les regards se détournaient rapidement. Monique avait été particulièrement occupée ces derniers jours, conversant dans des coins sombres avec une expression satisfaite. Théodore l'attendait avec son expression habituelle de déplaisir. Sur son bureau, une petite boîte à bijoux, ancienne, qu'Émilie reconnut immédiatement. Elle était rangée parmi ses effets personnels. « Pouvez-vous m'expliquer comment ceci s'est retrouvé parmi les objets de valeur de la famille ?» demanda-t-il, sa voix tranchante comme la glace. Émilie sentit son sang se glacer. La boîte était un cadeau de sa mère, l'une des rares choses qu'elle avait réussi à sauver de l'inondation. Comment avait-elle atterri ici? « Monsieur, cette boîte m'appartient, » répondit-elle avec fermeté. « Elle était dans ma chambre parmi mes affaires personnelles. Monique l'a trouvée avec les bijoux de famille pendant le nettoyage hebdomadaire, » répliqua-t-il. « Vous espérez vraiment me faire croire qu'une pièce aussi raffinée appartient à quelqu'un comme vous ?» Émilie tenait la boîte à bijoux de ses mains tremblantes, tandis que Théodore l'observait avec une méfiance croissante. La situation était délicate. Comment expliquer la valeur sentimentale de cet objet sans révéler ses soupçons sur le passé? « Cette boîte appartenait à ma mère, » commença-t-elle, choisissant ses mots avec soin. « C'est l'un des rares souvenirs que j'ai pu apporter de Val-des-Fleurs. » « Votre mère, » rit Théodore avec dédain. « Et comment une femme de province aurait-elle eu accès à une pièce clairement européenne ?» À ce moment, Hélène entra dans le bureau attirée par la discussion.
Ses yeux s'écarquillèrent en voyant l'objet dans les mains d'Émilie. « Cette boîte, » murmura Hélène, s'approchant pour mieux l'examiner. « Théodore, tu ne la reconnais pas. Elle faisait partie de la collection spéciale de papa. » L'homme d'affaires fronça les sourcils, son expression oscillant entre confusion et irritation. « Que dis-tu, Hélène ? » Papa offrait souvent des pièces de sa collection. « Aux artistes populaires, » expliqua Hélène, touchant délicatement les gravures de la boîte. Il croyait que l'art véritable ne connaissait pas de barrière sociale. Émilie sentit son cœur s'emballer. Alors la boîte avait vraiment un lien avec les belles forêts. Sa mère n'avait jamais révélé son origine, disant seulement que c'était son bien le plus précieux. « C'est ridicule, » coupa Théodore, se levant. « Je vais appeler la police. »« Non !» intervint Hélène, avec une fermeté inhabituelle. « Théodore, réfléchis bien. Si cette jeune femme possède la boîte, il doit y avoir une explication. Papa avait un projet spécial à Val-des-Fleurs, tu te souviens. » L'homme d'affaires s'arrêta, une ombre traversant son visage. « Je ne veux pas parler de ça. » Claire, qui avait suivi sa tante jusqu'au bureau, observait tout depuis la porte avec des yeux attentifs. Son regard croisa celui d'Émilie, transmettant un message silencieux de soutien. « Monsieur !» Émilie respira profondément. « Je peux prouver que la boîte m'appartient. Il y a une inscription sur la base, en écriture cursive. Et à l'intérieur, avant qu'elle ne puisse continuer, un tumulte dans le couloir interrompit la tension. Le majordome entra précipitamment, annonçant l'arrivée des investisseurs étrangers, 1 semaine avant la date prévue. « Impossible !» s'exclama Théodore, son visage pâlissant. « La présentation culturelle n'est pas prête, rien n'est préparé. » Hélène profita de la distraction de son frère. « Émilie, ramenez la boîte dans votre chambre, nous réglerons cela plus. » Tard, en se retirant, Émilie entendit des fragments de conversation sur les investisseurs, quelque chose à propos d'authenticité culturelle et de tradition brésilienne. Théodore semblait particulièrement nerveux face à l'anticipation de la visite. De retour dans sa chambre, elle examina la boîte avec un regard nouveau. L'inscription sur la base, que sa mère disait toujours être spéciale, prit un autre sens pour garder des souvenirs que le temps ne peut effacer. Abbé. Le soir, incapable de dormir, Émilie retourna au pavillon. Cette fois, elle n'était pas seule. Claire l'y attendait, tenant quelques feuilles jaunies. « J'ai trouvé ceci, caché parmi les vieilles partitions », chuchota la jeune fille, lui remettant les papiers. « Ce sont des notes de grand-père sur une danseuse de Val-des-Fleurs. Je pense que vous devriez voir ça. » Émilie commença à lire à la faible lumière de la lune. Son cœur faillit s'arrêter quand elle reconnut le nom de sa mère, parmi les notes, avec des descriptions détaillées de danse et de tradition. Il y avait plus, beaucoup plus, mais le bruit de pas proches la fit ranger rapidement les papiers. C'était Monsieur Joseph, apportant un objet enveloppé dans un tissu ancien. « J'ai trouvé ceci aujourd'hui, en nettoyant le dépôt du jardin, » dit-il, révélant une vieille caméra. Le maître Auguste l'utilisait pour enregistrer les danses. Je ne me suis jamais permis de la jeter. Quelque chose me disait qu'un jour elle serait importante. Émilie tint la caméra avec révérence, sentant le poids de l'histoire entre ses mains. Chaque nouvel objet, chaque découverte, semblait la conduire vers un puzzle plus grand qu'elle n'imaginait. Les pièces étaient là, attendant d'être connectées. Dans les jours qui suivirent, le manoir fourmillait avec les préparatifs pour la visite des investisseurs. Émilie observait l'agitation frénétique tout en essayant de maintenir ses tâches à jour, toujours attentive aux tentatives de sabotage de Monique qui semblaient avoir diminué depuis l'incident de la boîte à bijoux. Durant un après-midi particulièrement agité, Hélène l'appela à la bibliothèque. La sœur de Théodore était différente. Son visage portait un mélange d'inquiétude et de détermination. « Émilie, je dois vous montrer quelque chose, » dit Hélène, fermant soigneusement la porte. « Mais d'abord, parlez-moi de votre mère. » La question prit Émilie par surprise. « Ma mère, elle était l'une des principales gardiennes des traditions de Val-des-Fleurs. Tout le monde la connaissait pour ses danses. » Hélène acquiesça, fouillant dans un tiroir de son bureau. « Quel était son nom ?»« Marie-Grâce, » répondit Émilie, sentant un nœud dans sa gorge en prononçant ce nom si cher. Hélène se figea, ses doigts serrant une petite enveloppe jaunie. « Marie-Grâce, » répéta-t-elle doucement. La danseuse aux pieds nus. Émilie sentit son cœur s'accélérer. « Vous avez connu ma mère ?»« Pas personnellement, » répondit Hélène, «
mais j'ai grandi en entendant des histoires sur elle. Mon père, il la considérait comme la personnification du véritable art français. D'une main tremblante, Hélène tendit l'enveloppe à Émilie. À l'intérieur, il y avait une vieille photographie en noir et blanc. Une jeune danseuse pieds nus, ses bras levés dans un geste gracieux qu'Émilie connaissait bien. C'était le même mouvement que sa mère lui avait enseigné. « Il y a plus », continua Hélène, se levant. « Suivez-moi. » Elles traversèrent la bibliothèque jusqu'à une porte discrète, partiellement cachée par une étagère. Hélène inséra une vieille clé dans la serrure, révélant une salle qui semblait figée dans le temps. « Le sanctuaire de Papa », expliqua-t-elle, allumant les lumières. « Théodore a voulu fermer cet endroit après le départ de notre père, mais j'ai gardé la clé. » Émilie entra avec révérence. Les murs étaient couverts de photographies, toutes représentant des manifestations culturelles de la campagne française. Dans une section spéciale, elle reconnut des images de son village, des danses qui faisaient partie de son enfance. « Votre père documentait tout cela ? C'était sa passion, » sourit Hélène, ouvrant un tiroir, « surtout après avoir rencontré votre mère. Il disait qu'elle dansait comme si elle portait l'âme de la terre dans ses mouvements. » Émilie examina davantage de photos, documents, coupures de journaux. Son cœur faillit s'arrêter en trouvant un cahier avec l'écriture de sa mère. Des notes sur des pas de danse, des paroles de vieilles chansons. « Pourquoi M. Théodore rejette-t-il tant ces traditions ?» demanda-t-elle, ne pouvant contenir sa curiosité. Hélène soupira, s'asseyant dans un fauteuil poussiéreux. « Mon frère a toujours voulu être différent de notre père. Alors que papa valorisait nos racines culturelles, Théodore recherchait une image plus internationale. Il avait honte de l'enthousiasme de papa pour le folklore. » Un bruit à la porte les fit sursauter. Claire était debout à l'entrée, ses yeux brillants de fascination. « Tante Hélène » appela-t-elle doucement. « Puis-je entrer ?» Hélène hésita un moment, mais acquiesça. Claire s'approcha avec prudence, absorbant chaque détail de la salle. « Alors, c'est ici que grand-père gardait ses trésors », murmura-t-elle, s'arrêtant devant une grande photographie. « Tante, qui est cette danseuse ? Elle ressemble tellement à… » Claire ne termina pas sa phrase, mais ses yeux allèrent plusieurs fois d'Émilie à la photo. Hélène s'approcha de sa nièce, posant une main sur son épaule. « Claire, ma chérie, il y a beaucoup de choses sur notre famille que tu ne sais pas, que nous ne savions pas vraiment jusqu'à maintenant. » Émilie sentait son cœur martelé dans sa poitrine. Les ressemblances entre elle et la jeune femme de la photographie étaient indéniables. Les mêmes traits, la même allure, même la façon de tenir les mains pendant la danse. « Il y a autre chose que vous devez voir, » dit Hélène, se dirigeant vers un vieux projecteur de film dans le coin de la salle. « J'ai trouvé cette pellicule il y a quelques jours. Quand j'ai commencé à soupçonner, eh bien, voyez par vous-même. » Le projecteur bourdonna en prenant vie, projetant des images tremblantes sur le mur blanc. Une jeune danseuse tournoyait dans une cour de terre battue, ses jupes évasées flottant dans l'air. À ses côtés, un homme élégant tentait de suivre ses pas, riant ouvertement. « Grand-père !» s'exclama Claire, reconnaissant la figure masculine. Mais Émilie pouvait à peine respirer. La danseuse n'était pas seulement sa mère, c'était elle-même, 25 ans plus jeune, dansant avec une joie qui débordait de l'écran en noir et blanc. Le silence qui suivit la projection du film était dense, comme le brouillard. Hélène éteignit le projecteur d'une main tremblante, tandis que Claire alternait son regard entre le mur où les images avaient dansé et le visage pâle d'Émilie. « Vous êtes sa fille », chuchota Hélène, sa voix émue. « La fille d'Auguste, Belforêt. » Émilie sentit le monde tourner. Les histoires fragmentées de sa mère, l'affection avec laquelle elle gardait la boîte à bijoux, le silence sur son père, tout commençait à prendre sens. Mais comment parvint-elle à balbutier? Hélène sortit une enveloppe jaunie d'un tiroir proche. Cette lettre explique beaucoup. Elle a été écrite par Marianne, l'épouse de papa, ma mère. Elle savait tout. D'une main tremblante, Émilie commença à lire « Mon cher Auguste, j'ai toujours su ton amour pour Marie-Grâce et pour la culture qu'elle représente. Il n'y a pas d'amertume dans mon cœur, au contraire. Ta passion pour l'art populaire, pour la danse, pour la musique de notre terre n'a fait qu'accroître mon respect pour toi. Je sais pour l'enfant qui va naître. Marie est venue me voir, inquiète pour l'avenir. J'ai promis de l'aider comme je le pourrais.
mais elle a refusé toute aide matérielle. La danse et les traditions de notre peuple seront l'héritage de ma fille, a-t-elle dit. Mon souhait est qu'un jour, quand je ne serai plus là, tu fasses quelque chose de significatif pour préserver cette culture qui vous a unis, et que peut-être nos enfants puissent comprendre que la véritable richesse ne se trouve pas seulement dans les coffres des banques, mais dans l'âme de notre peuple. Claire, qui lisait par-dessus l'épaule d'Émilie, laissa échapper une exclamation de surprise. « Alors vous êtes... »« Ma tante ? Cela explique tant de choses, » murmura Hélène, feuilletant d'autres documents. « La façon dont vous dansez, votre connexion avec les traditions, même vos traits, ils sont identiques à ceux de papa quand il était jeune. » Un bruit à la porte les fit sursauter. Théodore se tenait à l'entrée, son visage un masque de choc et d'incrédulité. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-il, sa voix tremblant de colère contenue. « Cette salle devrait être fermée à clé. »« Théodore, » s'avança Hélène, « nous devons parler à propos de papa, de Val-des-Fleurs, d'Émilie. »« Non, » coupa-t-il, levant la main. « Je ne veux plus rien entendre à ce sujet. Cette salle aurait dû être vidée il y a des années. Toutes ces bêtises folkloriques. » « Des bêtises ?» La voix de Claire résonna étonnamment ferme. Grand-père ne pensait pas que c'était des bêtises. Et regarde Émilie, elle porte notre histoire, notre sang. Théodore chancela, comme s'il avait reçu un coup. Son regard parcourut la salle, les photographies, les documents, les preuves d'une vie qu'il avait essayé d'enterrer. « Les investisseurs arrivent dans 3 jours, dit-il enfin, sa voix étrangement contrôlée. Nous n'avons pas le temps pour ça maintenant. Émilie, retournez à vos obligations. Hélène, fermez cette salle. » Mais avant que quiconque ne puisse bouger, une musique commença à jouer. Claire s'était assise au piano dans le coin de la salle, un instrument ancien qu'Émilie n'avait pas remarqué auparavant. La mélodie était la même que celle que la jeune fille pratiquait quelques jours plus tôt, mais maintenant, elle avait quelque chose de différent. « Cette musique, » murmura Théodore, son visage s'adoucissant un instant. « Papa l'a composée après l'un de ses voyages à Val-des-Fleurs. Et Émilie connaît les paroles, » dit Claire sans arrêter de jouer. « Je l'ai entendue fredonner l'autre jour, pendant qu'elle rangeait ma chambre. » Tous les regards se tournèrent vers Émilie. Elle ferma les yeux, laissant la mélodie l'envelopper, et commença à chanter doucement. C'était une chanson sur des racines profondes, sur la force de la terre et la magie de la danse. Une chanson que sa mère chantait pour la bercer les nuits d'orage. La musique cessa, laissant un silence chargé d'émotion dans la salle. Théodore restait immobile, son visage reflétant une bataille entre fierté et mémoire. Pendant un moment, il sembla qu'il allait dire quelque chose, mais il se contenta de tourner les talons et sortit, claquant la porte. Hélène soupira profondément. « Il a toujours été ainsi. Il fuit quand les émotions deviennent trop intenses. »« Comment papa peut-il être si aveugle ?» questionna Claire, ses mains encore sur les touches du piano. « Nous avons une artiste incroyable dans notre famille, quelqu'un qui porte nos véritables traditions. Et il veut faire comme si rien de tout cela n'existait. » Émilie sentit le poids de ces mots. Famille, un mot qui avait toujours eu une signification spéciale pour elle et qui prenait maintenant de nouvelles dimensions. « Les investisseurs, » murmura Hélène, presque pour elle-même. « C'est peut-être la clé, » commença tante. « Ils viennent d'une entreprise européenne axée sur l'authenticité culturelle, » expliqua Hélène, ses yeux brillant d'une idée. Lors des dernières négociations, ils ont clairement indiqué qu'ils en avaient assez des représentations superficielles de la culture française. Ils veulent quelque chose d'authentique, de profond. Émilie se rappela les conversations nerveuses qu'elle avait entendues dans les couloirs à propos de la présentation culturelle que Théodore planifiait, quelque chose avec des danseurs, professionnels et des figurants engagés par une agence. « Mademoiselle Hélène, » commença-t-elle avec hésitation, « puis-je suggérer quelque chose ?» Avant qu'elle ne puisse continuer, elles furent interrompues par des coups urgents à la porte. C'était Monsieur Joseph, essoufflé et agité. « Monique fouille votre chambre, Émilie, » alerta-t-il. Elle a entendu parler de la discussion. « Ici et cherche plus de preuves contre vous. »« Des preuves ?» demanda Claire, indignée. Elle veut utiliser n'importe quoi pour convaincre Théodore de vous renvoyer avant que la vérité sur vos origines ne se répande, expliqua le jardinier.
Hélène adopta une posture décidée. « Émilie, vous ne retournerez pas dans cette chambre. À partir d'aujourd'hui, vous resterez dans l'ancienne chambre d'amis, dans l'aile familiale. »« Mais madame, monsieur Théodore, mon frère devra s'y faire, » coupa Hélène avec fermeté. « Vous êtes une Belforêt, qu'il l'accepte ou non. » Pendant qu'elle récupérait les affaires d'Émilie, sous les regards furieux de Monique, Claire ne quitta pas son côté. La jeune fille semblait avoir fleuri depuis la découverte, comme si le poids du secret familial avait été remplacé par un nouveau but. « Pouvez-vous m'apprendre » demanda Claire en l'aidant à organiser sa nouvelle chambre. « Les danses, les chansons, je veux tout apprendre. » Émilie sourit, se rappelant comment sa mère lui avait enseigné. « Bien sûr, mais vous avez déjà votre propre don, la musique. Peut-être pourrions-nous créer quelque chose ensemble. » L'idée sembla illuminer Claire de l'intérieur. Elle courut jusqu'au piano qui se trouvait dans la chambre. Toutes les chambres principales du manoir en avaient un, bien que la plupart soient restés silencieux depuis des années. « Vous vous souvenez de cette mélodie que grand-père a composée? J'ai travaillé sur une variation. Et si nous la combinions avec vos mouvements de danse ?» Émilie ferma les yeux, laissant la musique couler. Ses pieds commencèrent à bouger naturellement, tissant des pas qui semblaient écrits dans son ADN. C'était comme si, à ce moment-là, toutes les générations de danseuses de sa famille dansaient avec elle. Hélène, qui observait depuis la porte, avait les larmes aux yeux. C'est exactement comme papa le décrivait dans ses journaux, la danse comme un pont entre les mondes, entre passé et présent. Le bruit de voix altérée dans le couloir les ramena à la réalité. Théodore discutait avec quelqu'un. « Comment ça, ils ont avancé la visite à demain ?» Sa voix tonnait. « La présentation culturelle n'est pas prête, rien n'est préparé. »« Ça, messieurs Wang et Schmidt viennent de confirmer, » répondit la voix tremblante de sa secrétaire. « Ils ont dit qu'ils préféraient voir tout de manière plus authentique. » La panique était palpable dans la voix de Théodore. Des années de négociations, des millions en investissement, tout dépendait de cette visite. Et maintenant, son plan soigneusement élaboré de présenter une France pour l'exportation s'effondrait. Hélène échangea un regard significatif avec Émilie. « Je crois qu'il est temps de montrer la véritable âme de cette maison. »« Mais comment ?» demanda Émilie. « Monsieur Théodore ne permettra jamais. »« Il n'a pas besoin de permettre, » interrompit Claire, ses yeux brillants de détermination. « Pas encore. D'abord, montrons aux investisseurs ce qui est authentique. Ensuite, ensuite papa n'aura pas d'autre choix que de voir la vérité qui est devant lui. » Émilie sentit un frisson parcourir son échine. C'était comme si l'esprit de sa mère, d'Auguste Belforêt et de tous ceux qui avaient maintenu vivantes les traditions convergeaient à ce moment, chuchotant un même conseil. Certaines vérités doivent être dansées pour être comprises. Le manoir des Belforêt s'était transformé en un tourbillon d'activités. Tandis que Théodore s'enfermait dans son bureau, passant des appels frénétiques pour tenter de réorganiser la présentation culturelle, Hélène mettait en œuvre son propre plan. « Le grand salon est pratiquement prêt pour les investisseurs, » expliqua-t-elle, guidant Émilie et Claire à travers les préparatifs. « Mais il y a quelque chose qu'ils doivent voir avant. » Les trois se dirigèrent vers la salle secrète dans la bibliothèque. Hélène commença à sélectionner soigneusement des photographies, des documents, et surtout les films qu'Auguste avait réalisés à Val-des-Fleurs. « Nous allons monter une petite exposition dans le couloir qui mène au salon, » poursuivit-elle. « Quand les investisseurs arriveront, ils seront accueillis par cette histoire visuelle avant même d'entrer dans la présentation principale. » Claire, qui avait assumé la tâche de restaurer les anciennes partitions, leva les yeux du piano. « Et la musique? Pouvons-nous utiliser les compositions de grand-père ?»« Mieux encore, » sourit Hélène. « Nous allons utiliser ta nouvelle version, Claire, celle que tu as créée inspirée de la mélodie originale. » Émilie observait la transformation de l'espace avec un mélange d'émotion et d'appréhension. Chaque photographie accrochée était un morceau de son histoire. Chaque note musicale un écho de ses racines. Monsieur Joseph entra, portant quelque chose recouvert d'un tissu ancien. « Nous avons trouvé plus de pellicules dans le dépôt du jardin, » annonça-t-il. « Et aussi ceci. » Il découvrit l'objet, révélant une ancienne robe de danse, délicatement brodée avec des motifs traditionnels. « Elle appartenait à votre mère » expliqua-t-il à Émilie. « Le maître Auguste l'avait fait faire spécialement pour elle, combinant une couture raffinée avec les motifs de Val-des-Fleurs. »
Émilie toucha le tissu avec révérence. C'était comme si elle pouvait sentir l'énergie de sa mère pulsant à travers les broderies. « C'est parfait », déclara Hélène. « Émilie, vous devez la porter demain. Mais, et si Monsieur Théodore intervient? Laissez mon frère entre. »« Mes mains !» répondit Hélène avec une lueur déterminée dans les yeux. « Il est grand temps qu'il affronte le passé qu'il tente tant de nier. » Monique, qui passait dans le couloir, s'arrêta en voyant l'activité. Son visage se tordit en un masque de mépris en reconnaissant la robe. « Madame ne peut pas être sérieuse, » protesta-t-elle. « Utilisez cette tenue paysanne pour les investisseurs ?» Monique, Hélène se tourna calmement. « Je vous suggère de vous concentrer sur vos propres attributions. Et rappelez-vous, Émilie est une belle forêt. Le traitement que vous lui réservez reflète directement sur notre famille. » La gouvernante pâlit, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Claire commença à jouer. La mélodie, maintenant plus développée, remplissait l'environnement d'une énergie unique. Elle était à la fois traditionnelle et contemporaine, familière et surprenante. Émilie sentit son corps répondre instinctivement à la musique. Sans s'en rendre compte, elle commença à danser, la robe de sa mère flottant sur ses bras comme des ailes. « C'est ça !» s'exclama Claire, sans cesser de jouer. La musique et la danse ensemble. C'est comme si nous racontions une histoire, sans parole. Hélène observait la scène avec des larmes aux yeux. C'est exactement ce que papa disait toujours. Le véritable art n'a pas besoin de traduction. Le bruit de pas lourds dans le couloir annonça l'approche de Théodore. Émilie se figea, mais Claire continua à jouer, bien que plus doucement. Théodore s'arrêta à la porte, son regard parcourant la transformation de l'espace. Pendant un moment, quelque chose dans ses yeux s'adoucit en voyant la robe dans les mains d'Émilie. « Les investisseurs arrivent à 9 heures, dit-il finalement, sa voix contrôlée. « J'espère que vous savez ce que vous faites. » Après son départ, Hélène sourit. Il n'a pas ordonné d'arrêter, c'est un début. La nuit tomba sur le manoir des Belles-Forêts, mais le travail continua. Tandis que la ville dormait, une nouvelle histoire se tissait dans les couloirs de cette maison, une histoire de réconciliation entre passé et présent, entre tradition et modernité. Dans le pavillon du jardin, Émilie répétait jusqu'à tard ses mouvements illuminés par la lune. Claire l'accompagnait au piano, ses notes flottant dans la nuit comme une prière musicale. Et dans l'ombre, sans que personne ne s'en aperçoive, Théodore observait, luttant contre des souvenirs qui insistaient pour s'éveiller. Le matin arriva avec une énergie différente au manoir des Belles-Forêts. Le couloir menant au salon principal s'était transformé en une galerie vivante de souvenirs. D'anciennes photographies racontaient silencieusement l'histoire d'un amour pour la culture populaire française. Des documents révélaient le dévouement d'Auguste à préserver les « traditions » et le piano de Claire, stratégiquement positionné, attendait le moment opportun. Émilie, dans son ancienne chambre de l'aile du personnel, se préparait avec soin. La robe de sa mère s'ajustait parfaitement à son corps, comme si elle avait été faite pour elle. Chaque broderie racontait une histoire, chaque détail portait une signification spéciale. « Vous êtes identique à elle », dit M. Joseph, qui avait apporté quelques fleurs du jardin. « Votre mère mettait des jasmins dans ses cheveux quand elle dansait. » D'une main tremblante, Émilie accepta les fleurs. Tout en les fixant dans ses cheveux, elle observait son reflet dans le miroir. C'était comme voir une vieille photographie prendre vie. Hélène entra précipitamment dans la chambre. Les investisseurs sont arrivés plus tôt. Ils sont à l'entrée principale avec Théodore. Le cœur d'Émilie s'emballa. Par la fenêtre, elle pouvait voir 2 voitures luxueuses garées à l'entrée du manoir. Théodore, impeccable dans son costume, gesticulait en conversant avec un groupe d'hommes d'affaires. « Tout est prêt ?» demanda Émilie, ajustant une dernière fois sa robe. « Claire est déjà positionnée au piano. L'exposition est prête, » confirma Hélène. « Maintenant, nous avons juste besoin... » Un cri interrompit la conversation. C'était Monique, debout, à la porte avec une expression d'horreur. « Le projecteur !» s'exclama-t-elle. « Quelqu'un a endommagé le projecteur de la salle secrète. » Hélène pâlit. La vidéo d'Auguste dansant avec Marie-Grâce était une partie fondamentale du plan, la preuve visuelle du lien entre les 2 familles. « Ça a dû se produire pendant la nuit », commenta M. Joseph, examinant l'équipement. « Quelqu'un a coupé les fils internes. » Émilie sentit un pincement au cœur. Sans la vidéo, une partie importante de l'histoire serait perdue.
Comment faire comprendre aux investisseurs et surtout à Théodore la profondeur de cette connexion? « Nous n'avons pas le temps de le réparer, » murmura Hélène, consultant sa montre. « Nous devrons adapter le plan. » À l'étage inférieur, les voix se rapprochaient. Théodore guidait les investisseurs dans le couloir transformé en galerie. Comme vous pouvez le voir, ma famille a toujours eu un intérêt pour la culture populaire. La voix de Théodore était tendue, comme si chaque mot lui coûtait un effort immense. Fascinant, s'exclama une voix avec un accent allemand. Ce devait être Monsieur Schmitt. Ses photographies sont extraordinaires. Votre père était un véritable chercheur culturel, n'est-ce pas? Émilie pouvait entendre l'inconfort dans la réponse murmurée de Théodore. Les voix continuaient à se rapprocher, et maintenant Claire commençait à jouer, doucement au début, comme une brise qui gagne progressivement en force. « Quelle mélodie intrigante !» commenta une autre voix, probablement celle de Monsieur Wang. « Cela ne ressemble pas à une pièce classique ordinaire. »« C'est une composition originale, » intervint Hélène, descendant les escaliers pour rejoindre le groupe. « Basée sur des thèmes traditionnels français, adaptés par ma nièce Claire. » Émilie respira profondément. C'était son moment. Avec des pas doux, elle commença à descendre les escaliers, la robe traditionnelle flottant à chaque mouvement. La musique de Claire prit plus de corps, se transformant en la mélodie qu'Auguste avait composée à Val-des-Fleurs. Les investisseurs s'arrêtèrent, bouche bée. Monsieur Wang ajusta ses lunettes, comme s'il voulait s'assurer de ce qu'il voyait. « Extraordinaire !» murmura-t-il. « La ressemblance avec la danseuse de cette photographie est impressionnante. » Théodore, qui s'était retourné pour voir ce qui attirait l'attention de ses invités, se figea. Son visage était un mélange d'émotions conflictuelles en voyant Émilie porter la robe de Marie-Grâce. Émilie commença à danser, ses mouvements coulant naturellement avec la musique de Claire. Chaque geste était une histoire, chaque tour un morceau de mémoire prenant vie. Le couloir du manoir se transforma en une scène où passé et présent se rencontraient en parfaite harmonie. Monsieur Belforêt, Monsieur Schmitt se tourna vers Théodore, ses yeux brillants d'enthousiasme. C'est exactement ce que nous cherchions. Pas une représentation artificielle, mais une connexion authentique avec les racines culturelles françaises. Théodore semblait perdu dans ses pensées, son regard fixé sur Émilie. Pendant un moment, c'était comme s'il voyait au-delà de la danse, comme s'il voyait enfin l'héritage de son père dansant devant ses yeux. Hélène s'approcha de son frère, posant une main sur son épaule. « C'est ta sœur, Théodore. La preuve vivante que la passion de papa pour notre culture n'était pas qu'un caprice, c'était un véritable amour. » Monsieur Wang applaudissait avec enthousiasme. La fusion entre le piano classique et la danse, traditionnelle et brillante, elle montre exactement le type d'innovation culturelle que nous recherchons dans nos investissements. Mais Émilie entendait à peine les compliments. Ses mouvements racontaient maintenant l'histoire de sa mère, d'Auguste, de toutes les personnes qui avaient maintenu vivantes les traditions de Val-des-Fleurs. Et pour la première fois depuis son arrivée dans cette maison, elle se sentait véritablement en paix avec qui elle était. Lorsque la musique prit fin, un silence respectueux envahit l'atmosphère. Claire laissa les dernières notes flotter dans l'air tandis qu'Émilie concluait sa danse par un mouvement doux, le même que sa mère utilisait pour terminer ses présentations. Les investisseurs furent les premiers à rompre le silence par des applaudissements enthousiastes. Monsieur Wang prenait déjà des notes sur sa tablette, tandis que Monsieur Schmitt ne cessait de sourire. « Monsieur Belforêt, » commença Schmitt, « quand nous avons demandé une présentation culturelle authentique, jamais nous n'aurions imaginé quelque chose d'aussi profond. La connexion avec vos racines familiales est extraordinaire. » Théodore restait silencieux, son regard fixé sur un point distant. Hélène serra doucement son bras, le ramenant au moment présent. « La danseuse » commenta Wang, consultant l'une des photographies au mur. « Elle est ma mère » compléta doucement Émilie s'approchant. « Marie-Grâce de Val-des-Fleurs, la plus grande danseuse que notre région ait jamais connue » ajouta Monsieur Joseph, qui observait tout discrètement. « Et le grand amour de l'ancien maître, Auguste Belforêt. » Les investisseurs échangèrent des regards significatifs. Wang se tourna vers Théodore avec un sourire compréhensif. « Vous savez, Monsieur Belforêt, quand nous avons commencé notre recherche de partenaires en France, nous ne cherchions pas seulement des opportunités d'affaires. Nous voulions trouver des entreprises avec une âme,
avec une histoire véritable à raconter. Claire, qui avait rejoint le groupe, prit la main d'Émilie. Les deux partagèrent un sourire complice. La musique et la danse avaient créé entre elles un lien qui allait au-delà des révélations familiales. « Théodore », appela doucement Hélène, « je crois qu'il est temps. » Son frère sembla enfin sortir de sa transe. Il fit quelques pas vers Émilie, son visage un masque d'émotion contenue. « Vous, » commença-t-il, sa voix rauque, « vous dansez exactement comme elle. » Émilie sentit des larmes se former dans ses yeux. « Vous l'avez connue ?»« J'étais très jeune, » répondit Théodore, sa voix basse, « mais je me souviens d'elle dansant sur la place de Val-des-Fleurs, tandis que papa essayait de suivre ses pas. Il riait tellement. » Un sanglot s'échappa de sa gorge, surprenant tout le monde. Hélène s'approcha immédiatement de son frère, l'enveloppant dans une étreinte. « Pourquoi as-tu tant lutté contre ces souvenirs, mon frère ?»« Parce que ça faisait mal, » admit-il, laissant tomber pour la première fois son masque de froideur. Ça faisait mal de voir comment papa était heureux avec cette vie simple, avec cette culture que je méprisais. Ça faisait mal de savoir que, au fond, il n'a jamais été aussi fier de ma quête de sophistication qu'il l'était des danses de Marie. Monsieur Schmitt se racla discrètement la gorge. « Messieurs, je pense que c'est un moment familial. Nous pouvons discuter des détails du contrat à une autre occasion. » « Non. » Théodore leva la main, retrouvant un peu de sa contenance. « S'il vous plaît, restez. Ce dont vous venez d'être témoin, c'est la véritable essence des belles forêts. Quelque chose que j'avais moi-même oublié. » Il se tourna vers Émilie, ses yeux rencontrant enfin les siens sans hostilité. « Vous êtes la preuve vivante de l'amour de mon père pour la culture française, et je suis désolé d'avoir essayé de nier cela pendant si longtemps. » Claire, qui était retournée au piano, recommença à jouer, cette fois une version plus douce de la mélodie d'Auguste. Émilie sentit son corps répondre naturellement à la musique, mais cette fois, ce fut Théodore qui s'approcha d'elle. « Apprenez-moi » demanda-t-il, sa voix presque un murmure. « Apprenez-moi à danser comme papa dansait. » Les investisseurs observèrent la scène avec des sourires émus. Wang faisait déjà des plans pour un documentaire sur l'histoire de la famille, tandis que Schmitt discutait avec Hélène de la possibilité de transformer une partie du manoir en centre culturel. Mais à ce moment-là, tout en guidant son frère aîné dans les premiers pas d'une danse que son père avait tant aimée, Émilie pensait seulement à sa mère, à la façon dont elle disait toujours que la danse avait le pouvoir de guérir les blessures, de construire des ponts, de reconnecter les cœurs. Les semaines qui suivirent la présentation apportèrent des changements profonds au manoir des Belles Forêts. L'accord avec les investisseurs fut conclu avec enthousiasme, mais avec une condition spéciale. Une partie de l'investissement devait être destinée à la création d'un centre culturel dans l'enceinte de la propriété. « C'est une opportunité unique », expliquait Hélène lors d'une réunion familiale dans la bibliothèque. « Nous pouvons transformer toute l'aile en un espace dédié aux traditions culturelles françaises. » Émilie observait les dessins architecturaux étalés sur la table. L'ancienne salle de bal serait convertie en un espace polyvalent pour des présentations. Le pavillon du jardin gagnerait une structure adéquate pour des cours de danse. Et la salle secrète d'Auguste se transformerait en un musée vivant. « Qu'en pensez-vous » demanda Théodore, surprenant tout le monde en cherchant l'opinion d'Émilie. « Vous connaissez mieux que quiconque les besoins d'un tel espace. » Le changement dans le comportement de Théodore était notable. Bien qu'il maintienne toujours sa posture formelle, il y avait une nouvelle douceur dans son attitude, spécialement envers Émilie et Claire. « Je pense que nous devons aller au-delà des présentations, » répondit Émilie, s'approchant des dessins. À Val-des-Fleurs, la culture n'était pas quelque chose qui se produisait à des moments spécifiques. Elle faisait partie du quotidien, de la vie des gens. Claire, qui griffonnait des idées dans son cahier de musique, leva les yeux avec animation. « Et si nous créions un programme de résidence artistique? Nous pourrions faire venir des maîtres de culture populaire pour passer des périodes ici, enseignant et partageant leurs traditions. » L'idée fut accueillie avec un enthousiasme général. Même Monique, qui participait à la réunion à la Tower, demande de Théodore, semblait intéressée. Depuis la révélation sur la véritable identité d'Émilie, la gouvernante avait adopté une attitude plus réservée, comme si elle réévaluait ses propres comportements. « Nous pourrions commencer par un festival », suggéra Hélène.
Quelque chose pour marquer l'inauguration de l'espace et honorer la mémoire de papa. Et de maman, ajouta doucement Émilie, elle a toujours rêvé de voir les traditions de Val-des-Fleurs atteindre de nouveaux publics. Théodore se leva de sa chaise, marchant jusqu'à la fenêtre qui donnait sur le jardin. Vous savez, hier soir, j'ai trouvé plus de documents de papa. Il avait des plans pour quelque chose comme ça, mais n'a jamais eu la chance de les réaliser. Pourquoi ? Demanda Claire, curieuse. Parce que je l'en ai empêché, admit Théodore, sa voix chargée de regret. Quand j'ai pris la présidence de l'entreprise, j'ai convaincu le conseil que investir dans la culture populaire nuirait à notre image internationale, que nous devions paraître plus sophistiqués. Le silence qui suivit sa confession fut rompu par le son doux du piano. Claire s'était assise à l'instrument et avait commencé à jouer la mélodie d'Auguste, maintenant parfaitement fusionnée avec ses propres contributions. « Il n'est pas trop tard pour réaliser son rêve », dit Émilie s'approchant de son frère. « En fait, c'est peut-être exactement le bon moment. » Monsieur Joseph, qui venait d'entrer dans la bibliothèque portant d'anciens plans du manoir, sourit en voyant la scène. « Savez-vous ce que le maître Auguste disait toujours, que la véritable sophistication consiste à savoir honorer ses racines ?» Hélène commença à organiser les documents dans des dossiers. Les architectes peuvent commencer les travaux la semaine prochaine. Mais avant, nous devons faire un inventaire complet de la collection de papa. « Je peux aider avec cela. » Monique s'offrit, surprenant tout le monde. « Je connais chaque recoin de cette maison et, eh bien, peut-être est-il temps d'utiliser cette connaissance pour construire, non pour détruire. » Émilie sentit une vague d'émotion en voyant comment les personnes autour d'elle se transformaient. C'était comme si la danse avait réveillé quelque chose d'endormi, non seulement en Théodore, mais en tous ceux qui habitaient cette maison. « Il y a une chose à laquelle je pense, » commenta Claire, ses doigts dansant encore sur les touches. La musique que grand-père a composée, elle n'était pas seulement à propos de la danse, mais de l'union, sur la façon dont différentes traditions peuvent se rencontrer et créer quelque chose de nouveau, sans perdre leur essence. Théodore s'approcha du piano, observant sa nièce avec un regard nouveau. « Tu as raison. Et peut-être est-ce ce que cette maison aurait toujours dû être, un lieu de rencontre, de transformation. »« De réconciliation », compléta doucement Émilie. Le soleil de l'après-midi entrait par les fenêtres de la bibliothèque, illuminant les photographies au mur, images d'Auguste à Val-des-Fleurs, de Marie-Grâce dansant, d'un temps où l'art ne connaissait pas de barrières sociales. C'était comme si l'environnement lui-même célébrait les changements à venir. « Émilie » appela Théodore, sa voix plus douce que d'habitude, « je pense qu'il est temps que vous connaissiez le coffre spécial de papa. Il y a quelque chose, là-bas qu'il a laissé pour votre mère. Quelque chose qui vous appartient maintenant. » Le coffre spécial d'Auguste Belforêt était caché derrière un panneau dans la bibliothèque, protégé par une ancienne serrure à combinaison. Théodore tournait les chiffres avec soin, comme si chaque mouvement pouvait réveiller des souvenirs endormis. « Papa changeait la combinaison chaque mois, » expliqua-t-il, toujours pour des dates significatives. Le dernier mois, avant son départ, il l'a changé pour le jour où il a rencontré votre mère à Val-des-Fleurs. Le mécanisme cliqua doucement et la porte du coffre s'ouvrit. L'intérieur révélait une collection soignée d'objets, chacun soigneusement emballé et identifié avec la calligraphie élégante d'Auguste. « Voici », murmura Théodore, retirant un plus grand paquet enveloppé de soie bleue. Il a laissé des instructions spécifiques à ce sujet. Émilie reçut le paquet d'une main tremblante. En le déballant, elle trouva un livre relié en cuir, un journal. À côté, il y avait une enveloppe scellée à son nom. « Chère Émilie », lut-elle à haute voix, les larmes brouillant sa vision, « si vous lisez ceci, cela signifie que vous avez enfin trouvé votre chemin de retour vers notre famille. Le journal qui accompagne cette lettre contient non seulement mes souvenirs avec votre mère, mais aussi les traditions qu'elle aimait tant. Chaque danse, chaque musique, chaque histoire est enregistrée ici, pour qu'elle ne se perde jamais. » Claire, qui observait tout depuis la porte de la bibliothèque, s'approcha silencieusement. Hélène et Monsieur Joseph rejoignirent également le groupe, formant un cercle respectueux autour d'Émilie. « Il y a plus », indiqua Théodore, retirant un autre paquet du coffre. Celui-ci contenait une série d'anciennes pellicules, soigneusement préservées. Ce sont tous les enregistrements qu'il a faits à Val-des-Fleurs, et ceci, il hésita avant de remettre le dernier objet, une petite boîte en velours rouge.
Émilie l'ouvrit lentement, révélant un collier en argent avec un médaillon finement travaillé. « Le médaillon de la danseuse », chuchota M. Joseph, ému. « Votre mère le portait toujours lors des représentations spéciales. » Hélène s'approcha pour mieux examiner le bijou. « Regardez, il s'ouvre. » À l'intérieur du médaillon, il y avait une photographie miniature. Marie-Grâce et Auguste souriant à la caméra, elle dans la robe de danse, lui essayant de suivre ses pas. « Je me souviens de ce jour, » dit Théodore, sa voix distante. « C'était la dernière fois que j'ai vu papa vraiment heureux. Après cela, tu as pris en charge l'entreprise et tu as commencé à l'éloigner de tout ce qu'il aimait, » compléta doucement Hélène, sans accusation dans la voix. « Par peur, » admit Théodore. « Peur que le monde des affaires ne nous prenne pas au sérieux si nous maintenions ces traditions. Peur que je ne sois jamais aussi spécial pour lui que cette danse. » Émilie ferma soigneusement le médaillon. « Savez-vous ce que maman disait toujours? Que la danse n'est pas une question d'être spécial, c'est faire partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. » Claire, qui s'était assise au piano, commença à jouer doucement la mélodie que tous connaissaient maintenant si bien. « Comme cette musique, » commenta-t-elle. « Seule, elle est belle. Mais quand elle se joint à la danse, aux histoires, aux souvenirs, elle devient magique. » Les investisseurs l'ont immédiatement perçu, sourit Hélène. Ils ont vu quelque chose que j'ai mis des années à comprendre, que notre véritable force réside précisément dans ce mélange unique de mondes. Monique, qui était entrée silencieusement dans la bibliothèque, portait un plateau avec du thé. Son visage montrait une nouvelle sérénité en servant chaque personne présente. « Messieurs, » dit-elle doucement, « j'ai trouvé d'autres vieilles photographies, rangées dans le grenier. J'ai pensé qu'elles pourraient être importantes pour la collection du centre culturel. » Émilie observa le changement chez la gouvernante avec un sourire gentil. C'était comme si le manoir entier se réveillait d'un long sommeil, redécouvrant sa véritable identité. « Il y a une chose à laquelle je pense, » commenta-t-elle, feuilletant le journal d'Auguste. « Tout ce matériel, ces histoires, nous ne pouvons pas les garder seulement ici. Val-des-Fleurs et tant d'autres communautés traditionnelles doivent avoir accès à ce savoir. » Théodore acquiesça, surprenant à nouveau tout le monde. « Vous avez raison. Le centre culturel ne peut pas être seulement un espace de présentation. Il doit être un pont entre les mondes, comme papa l'a toujours rêvé. » Le soleil commençait à se coucher, peignant la bibliothèque de tons dorés. Claire continuait à jouer, sa musique maintenant mêlée au tintement des tasses de thé et au doux bruissement des pages du journal qu'on tournait. C'était comme si l'environnement lui-même respirait l'histoire et la réconciliation. La transformation du manoir des Belles-Forêts avançait rapidement. Le son des marteaux et des scies se mêlait aux notes du piano de Claire, qui pratiquait maintenant dans un espace spécialement préparé dans le nouveau centre culturel. Les murs qui n'exposaient auparavant que des portraits austères de la famille prenaient vie avec des photographies et des œuvres d'art populaire. Émilie était dans le jardin supervisant la rénovation du pavillon quand une voiture familière se gara à l'entrée principale. Son cœur bondit en reconnaissant le conducteur. C'était son oncle Michel de Val-des-Fleurs. « Oncle !» courut-elle pour l'embrasser. « Que faites-vous ici ?»« Je suis venu amener quelques personnes spéciales, » sourit-il, ouvrant la porte de la voiture. Une par une, les anciennes danseuses de Val-des-Fleurs commencèrent à descendre du véhicule. Des femmes qu'Émilie connaissait depuis l'enfance, gardiennes des traditions que sa mère aimait tant. Certaines avaient déjà les cheveux blancs, d'autres conservaient encore la vigueur de la jeunesse, mais toutes portaient dans leurs yeux cette lumière spéciale que seuls les véritables artistes possèdent. « Hélène nous a invités », expliqua Madame Joséphine, la plus ancienne des danseuses. « Elle a dit qu'ils avaient besoin de notre aide pour organiser le festival d'inauguration. » Théodore, qui observait la scène depuis la véranda, descendit les escaliers pour recevoir les visiteuses. Son visage exprimait un mélange d'émotions en voyant ces femmes qui avaient jadis été si proches de son père. « Madame Joséphine, » la salua-t-il, sa voix émue, « vous n'avez pas changé. »« Mais toi si, mon garçon, » répondit-elle avec un sourire sagace. « Tes yeux sont différents, plus semblables à ceux de ton père maintenant. » Claire apparut en courant, attirée par l'animation. En voyant les danseuses, ses yeux brillèrent de fascination. « Ce sont elles, les gardiennes des danses ?»« Oui, » sourit Émilie, présentant sa nièce, « et elles ont beaucoup à nous apprendre. »
Les femmes furent conduites à l'intérieur du manoir, où Hélène avait préparé une réception spéciale. Dans la bibliothèque, maintenant transformée en salle de réunion du centre culturel, des cartes et des documents étaient étalés sur la grande table. « Nous voulons faire quelque chose de spécial pour l'inauguration », expliqua Hélène, montrant les plans. « Quelque chose qui unisse passé et présent, tradition et innovation. » Madame Joséphine examina les documents avec intérêt. Auguste parlait toujours de cela, de créer des ponts entre les mondes. Mais nous devons le faire correctement, en respectant les fondamentaux. C'est pourquoi nous avons besoin de vous, intervint Théodore, de vous toutes, pour nous guider dans ce processus. Monsieur Joseph entra dans la bibliothèque portant certaines des anciennes pellicules qu'ils avaient trouvées dans le coffre. « J'ai trouvé l'équipement pour les reproduire », annonça-t-il. « Elles sont toutes en bon état. » Les danseuses se rassemblèrent autour de l'appareil, tandis que les premières images commençaient à apparaître sur l'écran improvisé. C'étaient des enregistrements de festivals à Val-des-Fleurs, de présentations spéciales, de moments d'enseignement et d'apprentissage. « Regardez !» Madame Joséphine pointa émue. Marie-Grâce enseignant les premiers pas à Émilie. Elle ne devait pas avoir plus de 5 ans. Claire observait tout avec attention, ses doigts tambourinant silencieusement, comme si elle composait déjà une nouvelle mélodie dans son esprit. « Pouvons-nous utiliser ces images pendant le festival? Les projeter pendant que nous dansons? » « Ce serait parfait, » acquiesça Émilie. « Une façon de montrer que les traditions sont vivantes, qu'elles continuent à travers les générations. » Monique, qui était entrée discrètement avec un plateau de café, s'arrêta pour observer les images. Son visage montrait une expression différente, non plus de dédain mais d'intérêt sincère. « Voudriez-vous apprendre ?» demanda doucement Madame Joséphine, remarquant le regard de la gouvernante. Monique parut surprise par la question. « Moi? Mais je ne sais pas si j'en serais capable. »« Tout le monde est capable de danser, » sourit l'ancienne danseuse. « Il suffit de laisser le cœur guider les pieds. » L'après-midi avança entre histoire, musique et planification. Les danseuses partageaient non seulement des pas et des mouvements, mais toute une philosophie de vie qui avait été préservée à travers les générations. « Regardez », commenta Théodore, observant comment Claire apprenait rapidement les rythmes de base. « Papa avait raison. L'art a vraiment le pouvoir de transformer les gens. » Émilie sourit, ajustant le médaillon à son cou, celui qui avait appartenu à sa mère. « Ce n'est pas seulement transformer, » dit-elle, « c'est reconnecter. Avec qui nous sommes, avec nos racines, avec notre véritable essence. » Dans le jardin, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de tons roses et orangés. Le son des voix des danseuses se mêlait à la musique que Claire créait au piano, créant une symphonie unique qui semblait bercer le manoir lui-même dans une étreinte chaleureuse. « Savez-vous ce que votre mère disait toujours ?» commenta Madame Joséphine avec Émilie, tandis qu'elles observaient les derniers rayons de soleil. « Que la danse nous donne des racines et des ailes en même temps. Des racines pour ne jamais oublier qui nous sommes et des ailes pour voler au-delà de ce que nous imaginons possible. » Les jours qui suivirent furent de préparation intense. Le grand salon du manoir se transforma en un espace de répétition, où différentes générations se rencontraient pour partager des connaissances. Les danseuses de Val-des-Fleurs alternaient entre enseigner les pas traditionnels et apprendre les innovations que Claire proposait dans ses compositions. C'est impressionnant comme elle parvient à maintenir l'essence même en créant quelque chose de nouveau, commenta Madame Joséphine, observant comment la jeune pianiste incorporait des éléments des mélodies traditionnelles dans ses compositions. Émilie, qui ajustait le positionnement d'un groupe de danseuses plus jeunes, sourit en voyant Claire totalement immergée dans sa musique. Sa nièce avait fleuri ces dernières semaines, sa timidité cédant la place à une confiance sereine qui rappelait beaucoup son grand-père. « Théodore » appela Hélène, entrant dans le salon avec quelques documents. Les journalistes ont commencé à appeler. La nouvelle sur le festival s'est répandue plus vite que nous l'espérions. Son frère, qui supervisait l'installation du système d'éclairage, descendit de l'échelle avec un air préoccupé. « Combien ?»« Au moins 5 grands médias, » répondit-elle, tous intéressés par l'histoire de la famille, par la connexion avec Val-des-Fleurs. « Et par les danses, » compléta M. Wang, qui était arrivé par surprise avec M. Schmidt pour suivre les préparatifs. En Europe, il y a un intérêt croissant pour la préservation des traditions culturelles authentiques.
Émilie perçut la tension sur le visage de Théodore. Malgré sa transformation récente, elle savait qu'il luttait encore avec l'exposition publique d'une histoire qu'il avait si longtemps tenté de cacher. « Nous pouvons utiliser cela à notre avantage », suggéra-t-elle gentiment. « Montrer comment tradition et modernité peuvent marcher ensemble, comme papa l'a toujours cru. » « Votre sœur a raison », acquiesça Schmidt, qui examinait avec intérêt les panneaux historiques déjà installés. Ce n'est pas seulement une histoire familiale, c'est un exemple de comment la culture peut être un pont entre les mondes. À ce moment, Monique entra précipitamment dans le salon. « Messieurs, j'ai trouvé quelque chose que je pense que vous devez voir. » Tous la suivirent jusqu'à l'ancienne salle de musique, où une boîte en carton avait été découverte pendant la rénovation. À l'intérieur des dizaines de lettres, toutes écrites par Auguste Belforêt. « Ce sont des correspondances avec des artistes populaires de toute la France », expliqua Monique, manipulant les documents avec soin. Il maintenait le contact avec des maîtres de différentes traditions, planifiant quelque chose de plus grand. « Le projet national », murmura Madame Joséphine, ses yeux brillants de reconnaissance. Auguste en parlait, créer un réseau de centres culturels, connectant des communautés traditionnelles de tout le pays. Théodore prit l'une des lettres d'une main tremblante. « Alors c'était ça qu'il voulait faire quand il m'a demandé de destiner une partie des bénéfices de l'entreprise à des projets culturels. Et maintenant tu as la chance de réaliser ce rêve, » compléta doucement Hélène. Claire, qui avait suivi le groupe, s'assit à l'ancien piano de la salle. Ses doigts commencèrent à glisser sur les touches, créant une mélodie qui semblait dialoguer avec les souvenirs qui remplissaient l'atmosphère. « Savez-vous ce que cela signifie ?» demanda Émilie, une lueur spéciale dans ses yeux. « Le festival peut n'être que le début. Nous pouvons utiliser la structure de l'entreprise pour créer une fondation culturelle, étendre le projet à d'autres communautés, comme une toile d'araignée, compléta M. Joseph, qui organisait les lettres par date. Chaque fil connectant un point différent du pays, mais tous faisant partie du même tissu. M. Wang prenait déjà des notes sur sa tablette. Le potentiel est immense. Nous pourrions créer des partenariats internationaux, des échanges culturels, mais sans perdre l'essence, avertit fermement Madame Joséphine. Les traditions doivent être préservées dans leur pureté, même quand elles dialoguent avec le nouveau. Théodore observait l'activité avec un regard nouveau. C'était comme si chaque découverte, chaque nouvel élément, aidait à guérir d'anciennes blessures, à combler des vides dont il ignorait l'existence. « Émilie, » appela-t-il doucement, « je pense qu'il est temps que nous fassions une visite à Val-des-Fleurs. Il y a des gens là-bas qui méritent de savoir ce que nous construisons ici. » Un sourire illumina le visage de sa sœur. « Et il y a des histoires là-bas que nous devons entendre, des lieux que nous devons revisiter. Et des musiques, » ajouta Claire avec animation sans cesser de jouer. Imaginez combien de mélodies nous n'avons pas encore découvertes, combien de danses. Le soleil de l'après-midi entrait par les fenêtres de la salle de musique, créant des motifs dorés sur le sol. Le son du piano de Claire se mêlait aux voix animées qui discutaient plans et possibilités, créant une symphonie qui semblait bercer les rêves mêmes d'Auguste Belforêt. La route vers Val-des-Fleurs serpentait entre des collines verdoyantes, chaque virage révélant davantage du paysage qu'Émilie avait laissé derrière elle des mois auparavant. Sur le siège passager, Théodore observait tout avec des yeux neufs, comme s'il redécouvrait un lieu qu'il avait longtemps essayé d'oublier. Là, Claire pointa avec enthousiasme depuis la banquette arrière où elle était serrée entre des partitions et un petit clavier portable. Ça doit être l'église qui apparaît sur les photos de grand-père. Hélène, qui conduisait, ralentit pour que tous puissent mieux apprécier la vue. Le petit village commençait à se révéler dans la vallée, ses maisons colorées parsemant le paysage comme des fleurs dans un jardin sauvage. « C'est différent », murmura Théodore, plus pour lui-même que pour les autres. « Plus vivant. » Émilie sourit reconnaissant les changements. Après l'inondation qui avait dévasté une partie du village, la communauté s'était unie pour reconstruire non seulement les structures, mais aussi renforcer ses liens culturels. C'est la nouvelle maison. De la culture, indiqua-t-elle, montrant un bâtiment récemment rénové. La communauté a transformé un ancien entrepôt en espace pour des cours et des présentations. Quand la voiture s'arrêta sur la place centrale, ils furent accueillis par une petite foule. La nouvelle de leur visite s'était répandue rapidement,
et il semblait que tout le village était là pour les recevoir. « Émilie !» crièrent plusieurs voix à l'unisson, tandis que des enfants couraient pour l'embrasser. Mais ce fut le silence soudain qui attira son attention. Les plus âgés du village regardaient fixement Théodore, reconnaissant en lui les traits d'Auguste Belforêt. « C'est comme voir un fantôme », chuchota Monsieur Jacques, l'ancien professeur de musique, du village, identique à son père. Théodore semblait mal à l'aise avec l'attention mais resta ferme. Claire, percevant la tension de son père, prit sa main et sourit de façon encourageante. « Nous sommes venus pour apprendre », annonça Hélène, brisant le silence, « et pour partager des nouvelles sur le centre culturel que nous créons. » La mention du centre culturel provoqua une vague de chuchotements animés. Ils furent bientôt conduits à la Maison de la Culture, où une exposition improvisée montrait des photographies de l'histoire du village, incluant plusieurs avec Marie-Grâce et Auguste. « Nous avons tout gardé », expliqua Madame Marguerite, actuelle directrice de l'espace. Chaque photo, chaque enregistrement. Votre mère insistait sur l'importance de préserver notre mémoire, Émilie. En parcourant l'exposition, Claire s'arrêta devant une photographie particulière. Elle montrait une jeune Marie-Grâce enseignant des pas de danse à d'autres filles, son visage illuminé par un sourire radieux. « C'est incroyable comme vous lui ressemblez », commenta la jeune fille à Émilie. « Pas seulement physiquement, mais la manière, l'énergie. » Théodore, qui observait la même photographie, avait les yeux humides. Elle disait souvent que la danse était une forme de prière, murmura-t-il. Papa adorait cette phrase. « Hein ?» Son de tambour commença à résonner sur la place, attirant l'attention de tous. Dehors, un groupe de jeunes danseurs s'était réuni, vêtus de costumes traditionnels. « C'est la nouvelle génération », expliqua Madame Marguerite avec fierté. « Ils continuent les traditions, mais créent aussi leurs propres interprétations. » Claire prit immédiatement son clavier portable, ses doigts trouvant déjà des notes qui s'harmonisaient avec les tambours. La musique attira plus de personnes, et bientôt la place était pleine. « Regardez », sourit Hélène, « c'est exactement ce que nous voulons faire au centre culturel, ce dialogue entre générations, entre instruments, entre formes d'expression. » Émilie observait tout avec le cœur débordant. C'était comme si le passé et le présent dansaient ensemble, créant quelque chose d'entièrement nouveau, sans perdre l'essence de ce qui rendait cet endroit si spécial. « Il y a quelque chose que vous devez voir, » dit Monsieur Jacques, leur faisant signe de le suivre. Il les conduisit à une petite salle à l'arrière de la Maison de la Culture, où un vieux coffre attendait, couvert d'une courte pointe brodée. Marie-Grâce a laissé ceci ici, avant de partir, expliqua-t-il, enlevant soigneusement la courte pointe. Elle a dit qu'un jour sa fille reviendrait pour le chercher. Le coffre contenait des trésors inestimables, des cahiers avec des notes sur les danses, des dessins des pas, des paroles de vieilles chansons. Mais c'étaient les journaux personnels qui attirèrent l'attention de tous, en particulier un, marqué d'un ruban rouge. « Chère Émilie », lut Théodore à haute voix, ses mains tremblant en tenant le journal. « Si vous lisez ceci, cela signifie que vous avez retrouvé votre chemin non seulement vers Val-des-Fleurs, mais vers tout votre héritage. Votre père, Auguste, et moi partagions un rêve, que l'art puisse être un pont entre les mondes, entre les classes, entre les cœurs. Maintenant, ce rêve est entre vos mains. » Claire, qui avait arrêté de jouer, embrassa son père par derrière, ses larmes silencieuses mouillant sa chemise. Hélène prit la main d'Émilie, offrant un soutien silencieux. Elle savait, chuchota, Émilie touchant le médaillon à son cou. Maman a toujours su qu'un jour les mondes se reconnecteraient. Le retour au manoir des Belforêt avait une saveur différente. Le coffre de Marie-Grâce occupait une place d'honneur sur la banquette arrière de la voiture, tandis que Claire, maintenant avec un cahier plein de nouvelles annotations musicales, ne cessait de travailler sur ses compositions. « Nous devons incorporer les tambours », insistait-elle fredonnant des mélodies. « Et ce rythme que les jeunes ont montré, c'est parfait pour l'ouverture du festival. » Théodore, qui avait passé tout le voyage dans un silence contemplatif, parla enfin. « Savez-vous ce qui m'a le plus impressionné ? Comment ils ont maintenu les traditions vivantes même après l'inondation, même avec toutes les difficultés. C'est parce qu'ils comprennent que la culture n'est pas quelque chose qu'on garde dans une vitrine, répondit Hélène. C'est quelque chose qu'on vit, qu'on respire. En arrivant au manoir, ils furent accueillis par une Monique transformée.
La gouvernante, qui avait assumé la coordination de la logistique du festival, présentait une organisation impressionnante. Des préparatifs. Les danseuses de Val-des-Fleurs ont préparé « une surprise », annonça-t-elle, les conduisant au salon principal. « Je pense que vous voudrez voir ça. » Le salon était différent. Les anciennes danseuses, menées par Madame Joséphine, avaient transformé l'espace en utilisant des éléments traditionnels, rubans colorés, fleurs du jardin, tissus avec des motifs typiques de la région. « Nous avons recréé l'ambiance des anciens festivals », expliqua Madame Joséphine, mais avec une touche spéciale. Claire courut vers le piano en voyant les partitions disposées dessus. C'étaient des arrangements de musique traditionnelle, adaptés pour piano et orchestre, créés spécialement pour le festival. « Ils sont magnifiques !» s'exclama-t-elle, ses doigts glissant déjà sur les touches. « Et regardez, il y a de l'espace pour l'improvisation ici. » Monsieur Joseph entra en portant quelque chose qui fit tous s'arrêter, l'ancien projecteur, complètement restauré. « Nous avons réussi à le réparer », annonça-t-il fièrement. « Et pas seulement ça, nous avons récupéré toutes les pellicules. » Émilie sentit son cœur s'accélérer. « Alors nous pouvons... » « Oui, » compléta Hélène, souriant. « Nous pouvons projeter les vidéos de papa pendant les présentations, exactement comme prévu. » Théodore s'approcha du projecteur, le touchant doucement. « Je me souviens de lui le transportant partout. Je trouvais ça gênant à l'époque, mais maintenant... Maintenant, vous comprenez qu'il construisait un pont à travers le temps, » compléta gentiment Émilie. Messieurs Wang et Schmidt, qui étaient arrivés pour une réunion sur les derniers détails de l'investissement, observaient tout avec une satisfaction évidente. « C'est extraordinaire, » commenta Schmidt, « la façon dont vous entrelacez passé et présent, tradition et innovation. Et en gardant l'authenticité, » ajouta Wang, « c'est exactement ce que nous cherchions. » Claire, qui continuait à expérimenter avec les nouvelles partitions, s'arrêta soudainement. « J'ai une idée !» s'exclama-t-elle. « Et si nous commencions le festival avec la musique que grand-père a composée pour Marie-Grâce, mais ensuite, ces doigts revinrent au piano, démontrant comment la mélodie traditionnelle pourrait se transformer, incorporant des éléments contemporains sans perdre son essence originale. « C'est parfait », chuchota Émilie, sentant déjà son corps répondre à la musique. C'est comme si les deux histoires, celle du manoir et celle de Val-des-Fleurs, se rencontraient enfin en harmonie. Madame Joséphine, qui observait tout avec des yeux humides, s'approcha de Théodore. « Votre père serait fier, » dit-elle. Doucement. Pas seulement pour le centre culturel, mais pour voir ses enfants comprendre enfin la valeur de ce qu'il aimait tant. L'homme d'affaires déglutit, visiblement ému. « J'ai mis longtemps à comprendre, » admit-il. « Mais maintenant je sais que papa avait raison. La véritable richesse n'est pas dans les coffres des banques. Elle est dans les coffres du cœur, » compléta Hélène, embrassant son frère. Le soleil commençait à se coucher, peignant le salon de tons dorés. Claire continuait au piano, maintenant accompagnée par quelques danseuses qui répétaient leurs pas. Émilie, portant le médaillon de sa mère, observait la scène avec un sourire serein. C'était comme si toutes les pièces d'un puzzle trouvaient enfin leur place, non seulement dans l'histoire de la famille Belforêt, mais dans la grande tapisserie culturelle qu'Auguste avait toujours rêvé de tisser. La veille du festival transforma le manoir des Belforêt en une fourmilière culturelle. Des artistes de diverses régions arrivaient à tout moment, apportant instruments, costumes traditionnels et histoires qui résonnaient dans les couloirs centenaires de la maison. Émilie observait l'agitation depuis la véranda, ajustant distraitement le médaillon à son cou. À ses côtés, Claire faisait les derniers ajustements aux partitions, ses doigts tambourinant des mélodies invisibles dans l'air. « Nerveuse ?» demanda la jeune fille, levant les yeux de ses notes. « Anxieuse ?» corrigea Émilie avec un sourire. « C'est comme si tout le chemin que j'ai parcouru depuis mon arrivée ici me préparait à ce moment. » Le son de rires attira son attention. Dans le jardin, Théodore essayait d'apprendre les pas de base d'une danse traditionnelle avec Madame Joséphine. Son visage, autrefois toujours si sérieux, s'illuminait maintenant d'une joie authentique à chaque mouvement réussi. « Je n'ai jamais vu papa comme ça », commenta Claire, observant la scène. « C'est comme s'il s'était enfin libéré de quelque chose. » Hélène s'approcha portant une boîte ancienne. « Regardez ce que j'ai trouvé dans les derniers documents de papa, » dit-elle, sortant une enveloppe jaunie. « Ce sont des notes sur le festival qu'il voulait organiser ici, il y a 25 ans. »
Les trois se penchèrent sur les papiers. Les plans d'Auguste étaient étonnamment similaires à ce qu'ils étaient sur le point de réaliser. Une célébration qui unirait différentes expressions culturelles sous le même toit. Il était très en avance sur son temps, réfléchit Hélène. Alors que tous cherchaient à séparer l'art savant du populaire, papa voyait déjà comment ils pouvaient s'enrichir, mutuellement. Monsieur Joseph apparut portant d'autres pellicules restaurées. « Nous avons trouvé quelque chose de spécial », annonça-t-il, ses yeux brillants d'émotion. « Un enregistrement de la dernière répétition de Marie-Grâce ici au manoir. » Émilie sentit son cœur bondir. « Ici? Maman a répété ici ?» C'était peu avant. Il hésita, choisissant ses mots avec soin. Peu avant qu'elle ne retourne, définitivement à Val-des-Fleurs. Auguste avait préparé une surprise pour elle, une musique spéciale qu'il avait composée. Claire courut au piano qu'ils avaient installé sur la véranda. « Serait-ce celle-ci » demanda-t-elle, jouant doucement la mélodie que tous connaissaient si bien. « Exactement celle-là » confirma le jardinier. « Mais il y a une partie de la musique que personne ne connaissait, jusqu'à présent. » Monique apparut sur la véranda, portant un ancien dossier de partition. « J'ai trouvé ceci rangé avec les documents personnels de Monsieur Auguste, » expliqua-t-elle. « C'est la version complète de la composition. » Claire prit les partitions avec révérence, ses yeux parcourant rapidement les notes. Soudain, elle eut le souffle coupé. « C'est incroyable !» s'exclama-t-elle, commençant à jouer. La mélodie familière se transformait en quelque chose d'encore plus riche, avec des harmonies complexes qui semblaient raconter une histoire d'amour et d'espoir. « La musique n'a jamais été terminée », expliqua Hélène lisant les annotations. « Papa a écrit qu'elle ne serait complète que lorsque les deux familles seraient à nouveau réunies. » Émilie sentit des larmes aux yeux. « Et maintenant, nous sommes ici, prêts à compléter la musique, » compléta Claire, sans cesser de jouer. Théodore, qui s'était approché en entendant la nouvelle mélodie, semblait particulièrement touché. « Je me souviens de cette musique, » murmura-t-il. Papa avait l'habitude de la jouer au piano quand il pensait être seul. Il s'arrêtait toujours au même endroit, comme s'il attendait quelque chose. Il attendait ce moment, dit doucement Madame Joséphine, quand la danse et la musique, le passé et le présent, se rencontreraient enfin. Le soleil commençait à se coucher, projetant des ombres dorées sur la véranda. Dans le jardin, les danseuses de Val-des-Fleurs répétaient avec un groupe de danseurs contemporains, créant une fusion unique de mouvements. « Demain, dit Émilie, observant les derniers rayons de soleil, nous réaliserons non seulement notre rêve, mais le rêve de tous ceux qui sont venus avant nous. » Hélène sourit, embrassant sa sœur. « Et nous le ferons comme papa l'a toujours voulu, en unissant les personnes, les cultures, les cœurs. » Au piano, Claire commença à jouer une version douce de la nouvelle mélodie, tandis que Théodore, étonnamment, commença à fredonner, une berceuse que sa mère avait l'habitude de chanter, parfaitement entrelacée avec la musique d'Auguste. Letty. Crépuscule enveloppa le manoir de tons pourpre et doré, tandis que les derniers préparatifs pour le festival continuaient. Dans l'air flottait une sensation que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Quelque chose qui transformerait non seulement cet espace, mais tous ceux qui y participeraient. Le matin du festival naquit avec une lumière spéciale. Les premiers rayons de soleil trouvèrent le manoir des Belles Forêts déjà en pleine activité, rideaux ajustés, instruments accordés, derniers détails vérifiés. Émilie était dans sa chambre, enfilant la tenue que sa mère avait portée tant d'années auparavant. Le tissu semblait vibrer de souvenirs, chaque broderie racontant une histoire différente. Dans le miroir, elle voyait non seulement son reflet, mais l'écho de toutes les femmes qui avaient dansé avant elle. « Vous êtes magnifique », dit Claire depuis la porte, déjà vêtue d'une tenue qui mélangeait des éléments traditionnels, avec des touches contemporaines, identiques à la photo de grand-père. Les premiers invités commençaient à arriver. Journalistes, autorités culturelles, artistes de différentes régions et, plus important, des familles entières de Val-des-Fleurs et d'autres communautés traditionnelles. Le manoir, autrefois symbole de distance sociale, ouvrait maintenant ses portes pour célébrer précisément ce qu'il avait si longtemps tenté de nier. « Les investisseurs sont arrivés », annonça Hélène, entrant dans la chambre, « et ils ont amené des représentants culturels de plusieurs pays. »
Monsieur Wang était particulièrement enthousiaste. « C'est extraordinaire !» s'exclamait-il à qui voulait l'entendre. « La façon dont vous avez intégré histoire familiale, patrimoine culturel et innovation artistique, c'est exactement le type de projet dont le monde a besoin. » Dans le hall principal, Théodore recevait les invités avec une dignité différente. Il portait un costume traditionnel, mais avec des détails de broderie typiques de Val-des-Fleurs, un symbole silencieux de sa propre transformation. « Bienvenue au Centre culturel Auguste Belforêt », annonçait-il, sa voix portant une fierté qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Monique coordonnait une équipe d'employés avec une précision impressionnante, s'assurant que chaque détail soit parfait. Ses anciennes animosités s'étaient transformées en dévouement au projet, comme si elle aussi avait trouvé sa place dans cette nouvelle configuration. « C'est l'heure », annonça M. Joseph, apparaissant avec le projecteur restauré. Tous sont en position. Les lumières du salon principal diminuèrent doucement. Sur le mur, des images commencèrent à danser, des enregistrements précieux d'Auguste Belforêt documentant les traditions de Val-des-Fleurs. Marie-Grâce apparaissait à plusieurs moments, sa grâce et sa force capturées pour toujours en noir et blanc. Claire s'assit au piano, ses doigts trouvant les touches avec une confiance renouvelée. La mélodie commença douce, comme un souvenir lointain, mais grandit, incorporant de nouveaux éléments tout en maintenant son essence originale. Et puis, Émilie commença à danser. Chaque mouvement était une histoire, chaque geste une connexion, entre passé et présent. Autour d'elle, les danseuses de Val-des-Fleurs se joignirent à la présentation, créant des motifs complexes qui s'entrelaçaient avec la musique de Claire. Au premier rang, Théodore observait avec des larmes au « ye ». À ses côtés, Hélène tenait sa main, offrant un soutien silencieux. Le moment qu'ils avaient tant redouté, l'exposition publique de leur histoire familiale, s'était transformé en une célébration de réconciliation et de renaissance. Les Kissi Saxo, images projetées montrèrent maintenant Auguste dansant avec Marie-Grâce, leur sourire figé dans le temps, s'harmonisant parfaitement avec les mouvements vivants sur scène. Passé et présent dansaient ensemble, créant quelque chose d'entièrement nouveau et profondément significatif. « C'est comme si le temps n'existait pas », chuchota une dame âgée dans le public, comme si toutes les générations dansaient, ensemble. Claire, sans perdre le rythme au piano, commença à incorporer les nouveaux éléments de la partition récemment découverte. La musique grandit, s'éleva, se transforma en quelque chose de plus grand qu'elle-même, exactement, comme Auguste l'avait rêvé. Et puis, à la surprise de tous, Théodore se leva de sa place. Avec des pas hésitants au début, mais de plus en plus fermes, il rejoignit la danse. Les mouvements qu'il avait appris avec Madame Joséphine coulaient naturellement, comme s'ils avaient toujours été là, attendant de s'éveiller. Le public regardait hypnotisé. Ce n'était pas seulement une présentation culturelle, c'était le moment exact où une famille, une communauté, une histoire trouvait sa voix la plus vraie. La présentation principale était terminée, mais le festival était loin d'être fini. Le public, encore ému, se dispersait dans les divers espaces du manoir, où différentes manifestations culturelles se déroulaient simultanément. La maison qui avait un jour été symbole d'exclusivité pulsait maintenant avec l'énergie de centaines de personnes célébrant leurs racines. Dans le jardin, près du pavillon où tout avait commencé, Émilie trouva un moment de quiétude. Portant toujours la robe de sa mère, elle observait les invités circulant entre les expositions photographiques et les présentations improvisées qui surgissaient spontanément. C'était exactement comme il l'imaginait, dit une voix derrière. Elle. C'était Théodore, encore essoufflé de sa participation surprise à la danse. « J'ai trouvé ceci dans les archives ce matin. » Il tendit une enveloppe jaunie dans laquelle il y avait un brouillon de lettres écrit par Auguste. « Ma chère, Marie, j'ai encore rêvé de ce festival. J'ai vu notre fille danser dans le grand salon. J'ai vu les murs de ce manoir enfin résonner avec les musiques que nous aimons tant. J'ai vu Théodore et Hélène comprendre enfin que le véritable héritage que je leur laisse n'est pas dans les coffres de la banque, mais dans la richesse de notre culture. Je sais que le temps n'est pas de notre côté, mais je garde l'espoir qu'un jour, même si nous ne sommes plus là, ce rêve se réalisera. Émilie porte dans son sang non seulement notre histoire d'amour, mais aussi le pouvoir d'unir des mondes qui semblent si distants.
Je te demande de garder ces mots avec le médaillon. Quand le moment sera venu, notre fille saura quoi faire. » Émilie toucha le médaillon à son cou, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Théodore, dans un geste qui aurait été impensable quelques mois auparavant, embrassa sa sœur. « Il avait raison à ton sujet, » dit-il doucement. « À propos de tout. » Dans le salon principal, Claire continuait au piano, maintenant accompagnée par des musiciens traditionnels de Val-des-Fleurs. La fusion de sons créait quelque chose d'entièrement nouveau, exactement comme Auguste l'avait rêvé. Hélène s'approcha des frères et sœurs, suivie par messieurs Wang et Schmidt. Les investisseurs étaient radieux. « Ce n'est que le début », annonça Wang avec enthousiasme. « Nous avons déjà des propositions de partenaires culturels de 3 continents différents. Tous veulent faire partie de ce réseau de préservation et d'innovation culturelle que vous créez. » Schmidt acquiesça, ajoutant « Et le plus impressionnant est la façon dont vous avez réussi à maintenir l'authenticité tout en embrassant l'innovation. C'est un modèle que nous voulons répliquer globalement. » Madame Joséphine, qui passait, avec un groupe de jeunes danseuses, s'arrêta pour écouter. Son visage rayonnait de fierté. « Vous voyez, » sourit-elle, « c'est ce qu'Auguste disait toujours, que nos traditions n'ont pas besoin de rester figées dans le passé pour demeurer authentiques. » Monsieur Joseph s'approcha avec une autre surprise. Il avait trouvé un ancien journal de Marianne, l'épouse d'Auguste, avec des notes sur la période où Marie-Grâce dansait au manoir. « Elle a écrit quelque chose de spécial sur vous, Émilie, » dit-il, ouvrant le journal à une page marquée « Le jour de votre naissance. Aujourd'hui, j'ai vu l'avenir danser dans le regard d'une nouveau-née, » lut Émilie à haute voix, sa voix émue par l'émotion. Émilie porte en elle la grâce de sa mère et la force de son père. Mais plus que cela, elle porte la promesse qu'un jour, les murs qui séparent aujourd'hui nos mondes seront abattus par la force de l'art et de l'amour. Monique, qui s'était approchée silencieusement, portait un plateau avec des flûtes de champagne. Son visage, autrefois toujours marqué par l'amertume, montrait maintenant une nouvelle sérénité. « À l'avenir, » proposa-t-elle, distribuant les flûtes, « et à tous les ponts que nous construirons encore. » Au centre du jardin, un groupe d'enfants de Val-des-Fleurs dansait librement, mélangeant des pas traditionnels avec des mouvements propres. Claire avait quitté le piano pour les rejoindre, son corps répondant naturellement au rythme des tambours. « Regardez !» Hélène pointa vers le ciel où le soleil commençait à se coucher. C'est la même teinte dorée que les après-midi, où papa filmait les danses. Émilie observa l'horizon, sentant le poids du médaillon à son cou, non pas un poids de tristesse, mais de but accompli. Les paroles de sa mère résonnèrent dans sa mémoire. La danse est notre façon de raconter des histoires, de garder vivante la mémoire de qui nous sommes. Le festival continuait autour d'elle. Chaque présentation, chaque musique, chaque danse tissant de nouveaux fils dans la tapisserie culturelle qu'Auguste avait rêvé de créer. Le manoir des Belles Forêts, autrefois symbole de division, se transformait en scène où différents mondes se rencontraient et célébraient leurs différences. Un an s'était écoulé depuis le festival inaugural du Centre culturel Auguste Belforêt. Le manoir, maintenant un espace vivant d'art et de culture, gardait ses portes constamment ouvertes aux artistes, étudiants et amateurs de culture populaire de tout le pays. Émilie coordonnait le programme éducatif, transformant les enseignements de sa mère en méthodologie qui permettait aux nouvelles générations d'apprendre non seulement les pas des danses, mais aussi leur signification profonde. Par un après-midi particulièrement animé, elle observait Claire dirigeant un cours de musique pour des enfants de différentes communautés. Sa nièce avait développé une méthode unique d'enseignement, mélangeant piano classique et rythme traditionnel. « C'est incroyable comme elle a grandi », commenta Théodore, qui passait maintenant beaucoup plus de temps au centre culturel que dans son bureau à l'entreprise, dans tous les sens. C'était vrai. Claire n'était plus la jeune fille timide et peu sûre d'elle d'avant. Elle avait trouvé sa voie, tant littéralement que métaphoriquement, et aidait maintenant d'autres jeunes à trouver la leur. « Papa serait fier », sourit Hélène, s'approchant avec quelques documents, particulièrement de ceux-ci. Elle montra les papiers. C'était des rapports sur l'expansion du projet. Le modèle du centre culturel était répété dans d'autres villes, créant un réseau d'espaces dédiés à la préservation et au renouvellement des traditions culturelles françaises. Val-des-Fleurs sera le prochain,
annonça Théodore avec fierté. Nous allons restaurer l'ancienne maison de la culture et l'agrandir, suivant le projet original de papa. Le son des tambours attira l'attention de tous. Dans le jardin, Madame Joséphine dirigeait une répétition avec des danseurs de différentes générations. Parmi eux se trouvait Monique, qui avait découvert un talent surprenant pour les danses traditionnelles. « Qui l'eût cru ?» sourit Émilie, observant l'ancienne gouvernante, maintenant complètement intégrée à l'esprit du lieu. Monsieur Joseph, qui continuait à s'occuper du jardin avec le même amour de toujours, avait créé un espace spécial dédié aux plantes mentionnées dans les anciennes chansons de Val-des-Fleurs. Pour que les histoires soient des racines vivantes, expliquait-il aux visiteurs. Dans le bureau qui avait été exclusivement celui de Théodore, maintenant transformé en salle de réunion du centre culturel, une photographie occupait une place d'honneur, Auguste et Marie-Grâce dansant, leur sourire figé dans le temps, transmettant une joie qui résonnait maintenant dans tout le manoir. « Savez-vous ce qui m'émeut le plus ?» commenta Claire, après avoir terminé son cours. « Voir comment les gens se transforment quand ils entrent ici. C'est comme si la musique et la danse réveillaient quelque chose d'endormi en eux. » Émilie sourit, ajustant le médaillon qu'elle ne quittait jamais. Maman disait toujours que l'art a ce pouvoir de nous reconnecter avec qui nous sommes. Vraiment, les derniers rayons de soleil entraient par les fenêtres du manoir, créant des motifs dorés sur le sol du salon principal. Au piano, une nouvelle composition de Claire attendait d'être jouée, une pièce qu'elle avait créée spécialement pour célébrer le premier anniversaire du centre culturel. « Il est l'heure », annonça doucement Hélène. Émilie prit sa place au centre du salon, tandis que les invités s'installaient. Claire commença à jouer. C'était la musique d'Auguste, mais maintenant complète, étendue, transformée, une célébration sous forme de mélodie. Et Émilie dansa. Non seulement avec son corps, mais avec son histoire, avec ses souvenirs, avec tout l'amour qui avait transformé cet endroit. Autour d'elle, d'autres personnes commencèrent à se joindre à la danse. Théodore, Hélène, les enfants des cours, des visiteurs captivés par la magie du moment. C'était plus qu'une présentation, c'était la matérialisation du rêve d'Auguste et de Marie-Grâce. Un rêve d'union, de transformation, de ponts construits à travers l'art. Le manoir des Belles Forêts, qui avait un jour été symbole de division et de préjugés, pulsait maintenant avec les battements de différents tambours, avec le son de différentes voix, avec le rythme de différents chœurs. Et au centre de tout, Émilie dansait, portant dans ses mouvements non seulement l'héritage de ses parents, mais aussi la promesse d'un futur où l'art continuerait à abattre des murs et à construire des ponts. La danse continuait, et elle continuerait à travers les générations, racontant et racontant encore une histoire d'amour,